Je m'appelle Declan, j'ai 34 ans et je suis un ancien officier du renseignement de la marine américaine. 2 petites semaines seulement après avoir enterré la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue, ma mère Sylvia, mon propre père biologique a tenté de me jeter à la rue comme un chien errant. Il a fait cela pour pouvoir vendre illégalement la maison de ses rêves à un magnate milliardaire de l'immobilier et empocher l'argent liquide. Nous nous trouvions dans une salle d'audience glaciale et surclimatisée, et mon père me regardait avec ce sourire narquois, empreint d'une arrogance absolue et d'un sentiment d'impunité totale. Il s'est penché lourdement sur le micro du demandeur, a ajusté sa cravate en soie et a lancé « J'ai vendu le Pantouse au comptant hier. Espèce de raté ingrat. » C'est fait. Il a même ri. Il a ricané là, juste devant l'honorable juge, son avocat véreux payé à prix d'or, et mon lâche de frère aîné, l'enfant roi sans colonne vertébrale. Il pensait m'avoir complètement anéanti. Il pensait avoir effacé l'héritage de ma mère et s'être assuré un avenir doré et pervers. Mais il y avait un détail colossal et fatal qu'ils ignoraient tous. Ma mère n'était pas seulement une femme au foyer discrète et soumise qui passait ses journées à s'occuper de son jardin sur le toit pour échapper à ses violences psychologiques. Elle était une stratège brillante et visionnaire qui m'avait laissé l'arme juridique suprême, enfouie si profondément dans les méandres administratifs que mon père ne l'a jamais vu venir. Et aujourd'hui, l'homme qui a fait de sa vie un véritable enfer sur terre croupit dans une minuscule cellule d'une prison fédérale, suppliant son commis d'office de lui trouver le moindre centime. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé son faux empire pièce par pièce, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la véritable justice. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires depuis où vous regardez cette vidéo. Je lis absolument chacun d'entre eux. Revenons maintenant à l'endroit où ce cauchemar déchirant a réellement commencé. Il pleuvait le jour où nous avons enterré ma mère. Je ne parle pas d'une petite bruine poétique. Je parle d'un déluge lourd, violent et gris qui traverse votre manteau, vous glace jusqu'à la moelle et donne l'impression que le monde entier s'effondre sur lui-même. Je me tenais près de sa tombe ouverte dans ma tenue d'apparat bleu de la Navy, les mains fermement croisées dans le dos en position de repos réglementaire. J'avais maintenu cette stricte discipline physique pendant mes 10 années de service actif, à diriger des équipes de renseignement dans des endroits que la plupart des gens ne voient qu'aux actualités du soir, et je n'allais certainement pas briser ma posture maintenant. L'eau glaciale s'égouttait du bord de ma casquette blanche, traçant des lignes froides le long de ma mâchoire et imbibant mon col rigide. Mais je ne l'ai pas essuyé. Je n'ai même pas scié. Je suis resté là, debout comme une statue, et j'ai regardé. J'ai observé mon père, Grégory. Il se tenait à environ 3 mètres du cercueil en acajou, vêtu d'un costume noir Armani sur mesure qui coûtait facilement plus cher qu'une bonne voiture d'occasion. Il tenait un immense parapluie de golf noir et résistant, mais il ne le tenait pas au-dessus du cercueil de ma mère par respect. Et il ne le tenait certainement pas au-dessus de qui que ce soit d'autre dans l'assemblée en deuil. Il le maintenait parfaitement et égoïstement incliné sur lui-même pour protéger son costume de prix et sa coiffure impeccable. Toutes les 30 secondes, comme sur une horloge, il tirait discrètement sa manchette pour vérifier la lourde Rolex en or à son poignet. Il ne pleurait pas la femme qui lui avait consacré 35 ans de sa vie. Il attendait. Il comptait littéralement les misérables minutes jusqu'à ce qu'on descende sa femme dans la terre détrempée afin de pouvoir retourner à ses affaires immobilières, ses déjeuners au country club et ses maîtresses. Juste à côté de lui se tenait mon frère aîné, Preston. Preston avait 36 ans, un homme adulte selon tous les critères, mais debout dans cette boue, il ressemblait à un adolescent terrifié et coupable attendant devant le bureau du proviseur. Il transpirait abondamment malgré la fraîcheur glaciale de l'air automnal, ses yeux anxieux passant frénétiquement du cercueil à notre père, puis à la foule, et de nouveau à notre père. Preston avait toujours été l'enfant prodige de la famille. C'est lui qui avait rejoint directement l'entreprise immobilière familiale à la sortie de l'université. Celui qui acquiesçait avec enthousiasme à chaque ordre aboyé par Grégory. Celui qui s'était plié en 4 jusqu'à s'en briser l'échine simplement pour correspondre au moule que notre père exigeait de lui. À cet instant précis, Preston avait l'air d'être sur le point de vomir son petit déjeuner hors de prix directement dans l'herbe mouillée. Puis il y avait la foule, les soi-disant amis et la famille en deuil. C'était un océan de manteaux en laine de luxe, de poignées de mains fermes et agressives, et de chuchotements étouffés d'opportunisme professionnel. Aucun d'entre eux n'était là pour Sylvia. Ma mère avait été le cœur battant et discret de notre famille profondément brisée. Une femme qui aimait la littérature classique et passait ses après-midi à planter des hortensias et des roses sur la terrasse du Pantouse, car les fleurs étaient les seules choses dans cette maison qui ne lui criaient pas dessus.
Mais ces funérailles étaient peuplées de requins de la finance, de promoteurs rivaux, d'hommes politiques locaux et de banquiers qui n'étaient venus que pour baiser l'anneau de Grégory et s'assurer que leurs liens commerciaux restaient solides. À travers la pluie battante, j'ai remarqué une Rolls-Royce d'un noir de jet qui tournait au ralenti près des grilles du cimetière, son moteur émettant un ronronnement sourd et arrogant. La vitre passager fortement teintée s'est baissée d'1 centimètre à peine. J'ai aperçu un éclat de cheveux blonds platine, une main manucurée d'un rouge vif tenant un smartphone, et une paire de lunettes de soleil de créateur surdimensionnées. Valérie, la dernière maîtresse de mon père. Elle avait 28 ans, à peine plus âgée que moi, et n'avait aucune pudeur. Il n'avait même pas attendu que la terre recouvre le cercueil de ma mère pour que sa petite amie l'attende aux portes du cimetière, comme s'il terminait un banal rendez-vous chez le dentiste. Il m'a fallu puiser dans chaque once de discipline militaire en ma possession pour ne pas rompre ma position de repos, marcher jusqu'à cette voiture de luxe et la traîner dans la boue par ses cheveux hors de prix. Le prêtre a enfin terminé sa prière monotone. Terre à la terre, cendre aux cendres, poussière à la poussière. Au moment où la première pelletée de terre lourde et humide a frappé le bois d'acajou verni avec un bruit sourd et écœurant qui résonnera à jamais dans mes cauchemars, mon père a fait un pas vers moi. Il ne m'a pas pris dans ses bras. Il n'a pas posé une main réconfortante sur mon épaule. Il ne m'a pas demandé comment je tenais le coup après avoir perdu le seul parent qui m'ait jamais véritablement aimé. Il a gardé les yeux fixés droit devant lui, jouant le rôle du veuf stoïque et éploré pour les caméras et la foule fortunée. Mais sa voix n'était qu'un sifflement venimeux réservé à mes seules oreilles. De clan, murmura-t-il, le ton empreint d'un dégoût absolu. Ne fais pas de scène aujourd'hui. Ne me fais pas honte devant ces gens. Nous avons des affaires très importantes à régler au Pantouz cet après-midi. Sois là et ne sois pas en retard. Il n'a pas attendu de réponse. Il a tourné les talons et s'est éloigné, ses chaussures en cuir de luxe s'enfonçant bruyamment dans la boue. Preston s'est empressé de le suivre comme un chiot obéissant et égaré, sans même s'arrêter une seule seconde pour jeter une fleur ou une poignée de terre sur la tombe de notre mère. Je suis resté là à les regarder monter sur la banquette arrière spacieuse de la Rolls-Royce avec Valérie. Je suis resté sur la tombe pendant encore 1 heure. Je suis resté jusqu'à ce que les fossoyeurs aient fini leur macabre besogne et que le gazon artificiel soit retiré. J'ai laissé la pluie glaciale me tremper jusqu'aux os. Je n'étais pas seulement en train de pleurer ma mère. J'analysais le champ de bataille. Dans le renseignement naval, on apprend à observer l'ennemi dans son environnement naturel avant d'effectuer le moindre mouvement. Mon père pensait que mon silence absolu était une preuve de faiblesse. Il avait toujours considéré ma carrière militaire comme une blague pathétique, une perte de temps tragique pour quelqu'un qui aurait dû porter un costume et brasser des millions dans l'immobilier commercial comme son fils chéri Preston. Mais Grégory se trompait lourdement. La Navy m'avait appris la discipline, m'avait appris une patience infinie. Elle m'avait appris à rester parfaitement immobile dans le noir, à rassembler des renseignements cruciaux et à ne frapper que lorsque la cible est totalement exposée. En glissant ma main dans ma veste trempée pour toucher la petite encre en or massif que ma mère m'avait offerte des années auparavant, je savais une chose avec une certitude absolue, la guerre au sein de ma famille ne s'était pas éteinte avec son départ. Elle venait tout juste de commencer, et j'allais y mettre un point final. Le Pantouz était exactement tel que je m'en souvenais. Pourtant, il avait été entièrement dépouillé de son âme chaleureuse et réconfortante. C'était une forteresse tentaculaire aux murs de verre trônant fièrement au 40e étage de l'immeuble résidentiel le plus exclusif et le plus cher du centre-ville. Quand ma mère était en vie, cela sentait le pain au levain fraîchement cuit, les vieux livres de poche et la lavande douce. Elle avait rempli cet espace immense et intimidant de plaids tricotés à la main, de peintures de paysages éclatantes dénichées auprès d'artistes locaux, et d'une vraie vie. Mais lorsque je suis entré cet après-midi-là, mon uniforme encore humide et lourd de la pluie du cimetière, l'appartement ressemblait à un musée stérile et glacial. Ses superbes plantes en pot avaient complètement disparu de l'entrée. Son imposante collection de livres avait été sans ménagement emballée dans des cartons et reléguée dans un coin sombre. Tout l'appartement empestait le nettoyant industriel au citron, l'eau de javel et les meubles en cuir coûteux. Grégory se tenait déjà près du bar en marbre importé fait sur mesure, se versant agressivement un énorme verre de scotch de 20 ans d'âge. Il ne m'a pas proposé à boire. Preston faisait les 100 pas avec frénésie près des baies vitrées du sol au plafond qui surplombaient la ville, se rongeant nerveusement l'ongle du pouce comme un rat affolé. Assis négligemment sur le canapé en cuir italien blanc se trouvait Barnaby, l'avocat personnel et homme à tout faire de mon père. Barnaby était un requin d'affaires mielleux et volubile, vêtu d'un costume à rayures un peu trop serré au niveau du torse,
qui souriait avec ses dents parfaitement facettées, mais jamais au grand jamais avec ses yeux froids et morts. Finalement, Grégory a craqué, avalant une énorme gorgée avide de son scotch avant de claquer le verre en cristal sur le marbre. Tu conduis comme une grand-mère, de clan. Ça fait un moment qu'on t'attend. J'ai respecté les limitations de vitesse, ai-je répondu, gardant une voix totalement neutre, sans trahir la moindre émotion. Je me suis avancé au centre exact de l'immense salon, mais j'ai refusé de m'asseoir sur leurs meubles impersonnels. De quoi s'agit-il de si urgent, Grégory? Maman est à peine sous terre. Ça ne pouvait pas attendre ne serait-ce qu'un jour? Il m'a foudroyé du regard, les veines de son cou légèrement saillantes. Il s'agit de la réalité, de clan. Une notion avec laquelle tu as toujours eu du mal pendant que tu jouais aux petits soldats dans l'armée aux frais du contribuable. La dure réalité, c'est que ce Pantouse est un actif financier massif, un actif qui se déprécie fortement et qui saigne mon entreprise à blanc avec des charges de copropriété exorbitantes, des taxes foncières de luxe et des frais d'entretien mensuels. Je mets officiellement le Pantouse en vente demain matin à 8 heures précises. Ces paroles cruelles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Elles m'ont littéralement coupé le souffle. De quoi tu parles? Maman a passé des années à concevoir cet endroit. Elle en aimait chaque recoin. Elle t'avait expressément supplié de le garder dans la famille pour que ses futurs petits-enfants puissent y venir. Ta mère est morte. A rugi Grégory, son visage virant à une vilaine teinte pourpre terrifiante. Sa voix résonnait contre les hauts plafonds. Preston a tressailli dans son coin et a croisé les bras sur sa poitrine. Elle est morte, de clan. Ces supplications sentimentales pathétiques ne paient pas les factures de ma société. Je suis l'unique propriétaire légal de ce bien. L'acte est entièrement à mon nom, et je le liquide immédiatement. Il a fait un signe de tête sec à Barnaby, qui a aussitôt ouvert les fermoirs dorés de sa mallette en cuir italien. Le marché de l'immobilier de luxe est incroyablement dynamique en ce moment dans ce secteur, de clan, a dit Barnaby de sa voix huileuse, suintant d'une fausse compassion travaillée. Nous avons déjà plusieurs acheteurs très intéressés sur les rangs. Mais nous devons aller extrêmement vite pour saisir l'opportunité, acheteurs au comptant uniquement, aucune condition suspensive de financement, pas d'attente d'accord bancaire. Nous visons une clôture nette et agressive en 7 jours. Je me suis tourné avec un dégoût absolu vers mon frère aîné. Tu es sérieux, Preston, ça te convient? C'est notre maison. C'est tout l'héritage de maman. Tu vas juste le laisser la brader aux enchères une semaine après sa mort? Preston n'a même pas osé me regarder dans les yeux. Il fixait intensément ses chaussures de créateur ciré. Papa dit que c'est pour le mieux, de clan. Le marché est au plus haut. Nous avons tous grandement besoin de liquidités en ce moment. C'est simplement logique sur le plan financier. Des liquidités. C'étaient les mots exacts. Preston ne pleurait pas la perte de notre maison familiale. Il était aux abois, salivant littéralement à l'idée d'avoir de l'argent liquide. En se frottant nerveusement les mains tremblantes, la manchette de sa chemise de luxe s'est retroussée, dévoilant sa lourde montre. C'était une Rolex Daytona, ou du moins c'était censé en être une. J'avais passé assez de temps sur les bases navales autour d'officiers prétentieux qui étalaient leur matériel coûteux pour repérer facilement une contrefaçon. Le mouvement de la trotteuse au poignet de Preston était légèrement saccadé, tic-tacant au lieu de glisser avec fluidité. Le métal manquait de cet éclat lourd et authentique. Preston s'était pointé à l'enterrement de notre mère dans une Porsche 911 Carrera flambant neuve, jouant les maîtres du monde, mais il portait une vulgaire réplique. Quelque chose n'allait pas du tout dans ses finances. Grégory a envahi mon espace personnel, s'approchant tout près. Il empestait l'alcool fort et une eau de Cologne arrogante et entêtante. Nous le mettons en vente à 15 millions de dollars, de clan. Au comptant. As-tu la moindre idée du levier financier qu'un tel capital brut procure à ma société de promotion immobilière? Je ne vais pas laisser un tas de briques, du verre et tes souvenirs émotionnels poussiéreux freiner mon prochain grand projet commercial. Il m'a toisé de haut en bas avec un mépris non dissimulé. Barnaby a préparé tous les papiers d'expulsion. Puisque tu squattes la suite d'invités depuis que tu as quitté la Navy, nous avons besoin que tu partes immédiatement. Ça rebute les acheteurs milliardaires de voir du bric-à-brac bon marché traîner pendant les visites. Du bric-à-brac? Ai-je demandé, ma voix descendant d'un octave, dangereusement basse. Je suis ton fils. Tu es un occupant, a corrigé Grégory instantanément, affichant un sourire cruel de prédateur. Un occupant têtu qui ne paie pas un centime de loyer.
Considère cette conversation comme ton préavis légal officiel. Je veux que tes sacs de marin, tes fringues bon marché et tout le bazar sans valeur de ta mère soient emballés et hors de ce pantouse. Tu as exactement 3 jours. 3 jours? Ai-je rétorqué en croisant les bras. La loi sur les baux d'habitation dans cet état exige strictement un préavis écrit formel d'au moins 30 jours. Tu ne peux pas me jeter à la rue comme ça. Grégory a lâché un rire aboyant, un son sec et détestable. Explique la loi au gamin, Barnaby. Barnaby a ajusté ses lunettes à monture métallique et a sorti une feuille impeccable. En réalité, Declan, étant donné que vous n'avez jamais signé de bail officiel avec votre père et que vous ne contribuez absolument à rien pour le prêt immobilier ou les charges, vous êtes légalement classé comme un occupant sans titre ni droit. Nous n'avons pas besoin de 30 jours. Nous pouvons littéralement faire appel à la sécurité de l'immeuble et à la police locale pour vous expulser pour violation de propriété dès minuit ce soir si nous le souhaitons. 3 jours est une extrême courtoisie de la part de votre père. Je vous conseille vivement de l'accepter et de partir en silence. J'ai regardé les 3 individus qui se tenaient devant moi. Ils avaient méticuleusement planifié ce guet-apens pendant que ma mère était allongée sur un lit d'hospice stérile, lourdement médicalisé et luttant pour chaque douloureuse respiration. J'avais envie de saisir l'une des lourdes chaises de la salle à manger et de fracasser la table basse en verre hors de prix en 1000 morceaux. J'avais envie de hurler jusqu'à m'en déchirer la gorge, mais mon entraînement intensif m'est revenu en tête. Hurler, c'est révéler sa position exacte à l'ennemi. C'est lui faire savoir qu'il a réussi à vous toucher. J'ai fixé Grégory pendant 10 longues secondes insoutenables. Je n'ai pas cligné des yeux une seule fois. J'ai laissé ce lourd silence s'étirer et étouffer la pièce jusqu'à ce que Preston commence à se dandiner d'un pied sur l'autre, mal à l'aise, et que Barnaby se racle la gorge nerveusement. Très bien, ai-je dit calmement, la voix totalement dénuée d'émotion. Je vais emballer ces affaires. Je ne serai plus dans vos pattes d'ici 3 jours. J'ai tourné les talons et j'ai descendu le long couloir qui résonnait en direction des chambres d'amis. Avant de refermer la lourde porte en chêne derrière moi, j'ai entendu Grégory dire à Barnaby, « Tu vois, je te l'avais dit que le gamin n'avait pas les tripes pour riposter. Il est faible, tout comme sa mère. » Le lendemain matin, le grand Pantouz était plongé dans un silence de mort. Grégory était parti tôt pour superviser ses chantiers, ou plus probablement pour passer la matinée au lit avec Valérie. J'ai pris une pile de cartons et j'ai commencé à emballer l'atelier de couture de ma mère. C'était un petit sanctuaire baigné de soleil, niché au fond de l'appartement, rempli de bobines de fils colorés, de délicates chutes de tissu et de lourdes boîtes d'anciens albums photos de famille. Chaque objet que je déposais soigneusement dans un carton me donnait l'impression d'effacer méthodiquement sa belle existence de ce monde. Vers midi, Fiona, la décoratrice en chef agressive et volubile d'une entreprise de valorisation immobilière de luxe, a fait irruption dans la pièce sans même frapper. Elle aboyait pratiquement des ordres à son équipe de déménageurs. Tout ce qui est dans cette pièce doit disparaître d'ici demain matin. Criait Fiona en agitant un lourd porte-bloc métallique. Monsieur Calderon veut que ces murs soient peints en blanc pur dès ce soir. Nous transformons cette petite pièce déprimante en un bureau de direction haut de gamme. Grégory est entré juste derrière elle, tapant frénétiquement un email sur son téléphone. Ne regardant pas où il marchait, il a violemment trébuché sur un carton lourd et scellé que je venais tout juste de fermer avec de l'adhésif. Il portait une étiquette claire, livre de jardinage de maman. Au lieu de l'enjamber ou de l'ignorer, Grégory lui a donné un coup de pied. Il l'a frappé de toutes ses forces avec sa lourde chaussure en cuir. Le carton a glissé violemment sur le parquet, rayant le bois, et s'est écrasé contre la plinthe, s'éventrant et éparpillant ses précieux livres partout sur le sol. Dégage ces déchets pathétiques plus vite, Declan. A-t-il aboyé en frottant sa chaussure éraflée. Personne n'achète un Pantouz moderne à 15 millions pour voir de vieux bouquins poussiéreux sur la culture des tomates. Quelque chose au fond de ma poitrine s'est définitivement brisé. Je me suis relevé lentement, comblant la distance qui nous séparait en 2 grandes enjambées. Je mesure 1,88 m et possède une carrure solide forgée par une décennie d'entraînement militaire rigoureux. Je le dominais de toute ma hauteur et, pour la première fois de sa vie, je l'ai laissé voir la violence pure et brute dans mes yeux. Ne touche plus jamais à ses affaires, ai-je prévenu, ma voix n'étant qu'un murmure mortel. Grégory a réellement reculé d'un pas, sincèrement effrayé par ma carrure et mon ton, avant que son ego démesuré ne reprenne le dessus pour le protéger. J'ai payé pour ces livres. J'ai payé pour les murs de cette pièce. Tu n'es absolument rien dans cette maison, Declan.
Ferme ta gueule. Remplis les cartons où je demande personnellement à la sécurité de jeter son bazar par-dessus le balcon dès maintenant. Il est sorti furieux de la pièce, Fiona trottinant nerveusement derrière lui comme un oiseau apeuré. Mes mains tremblaient d'une rage aveugle et pure. Je me suis rassis sur le parquet, prenant de profondes inspirations mesurées pour calmer les battements effrénés de mon cœur. J'ai tendu le bras et j'ai tiré vers moi la boîte à couture en bois vintage de ma mère pour la ranger. C'était un objet lourd et ouvragé de la fin des années 1970. Quand j'étais petit, elle y cachait mes barres chocolatées préférées dans un ingénieux double fond situé sous le plateau à bobine pour que Grégory ne les trouve pas et ne me les confisque pas. Poussé par une nostalgie déchirante, j'ai soulevé le plateau en bois. Il n'y avait plus de friandises à l'intérieur. À la place, reposant parfaitement dans le compartiment secret, se trouvait un petit carnet de comptes en cuir noir usé. Je l'ai ouvert, les sourcils froncés par l'incompréhension. Les pages jaunies étaient entièrement noircies de l'écriture soignée et déliée de ma mère. Mais ce n'était ni un journal intime ni un recueil de ses états d'âme. C'était un registre financier méticuleux, et les chiffres inscrits sur ces pages étaient tout simplement vertigineux. Mars 2008, défaut de prêt commercial de Grégory. Payé 250 000 $ depuis les comptes d'épargne-études des garçons pour éviter la faillite et le scandale public. Juillet 2012, accord de confidentialité pour faire taire l'ancienne assistante de direction. Payé 100 000 $ sur l'héritage privé de mon grand-père. Novembre 2018, dette de jeu de Grégory, virement offshore. Payé 400 000 $ pour éviter qu'il ne lui brise les jambes. J'ai feuilleté frénétiquement des années et des années de saisies détaillées. Le montant total s'élevait à des millions de dollars. Ma douce et discrète mère ne s'était pas contentée de planter des fleurs et de tricoter des couvertures. Elle avait secrètement, désespérément renfloué les désastres financiers de mon père en utilisant sa propre fortune familiale. Elle avait tout sacrifié, vidant entièrement son propre filet de sécurité pour préserver l'image immaculée de cet homme alors qu'il la traitait comme une moins que rien. Glissé tout au fond de la couverture, dépassant légèrement, se trouvait un post-it jaune vif. Un nom et un numéro de téléphone y étaient inscrits, Juge Caldwell. Sous le numéro, souligné 3 fois d'un trait noir épais, elle avait écrit un dernier ordre, s'il essaie de vendre le Pantouse après ma disparition, appelle-le immédiatement. J'ai fixé le mot, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Ma mère savait. Elle savait qu'à la seconde exacte où elle ne serait plus là, Grégory tenterait de tout liquider pour me laisser sans rien. Elle avait préparé une contre-attaque massive et dévastatrice d'outre-tombe. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro. Je pensais savoir jusqu'où allait la trahison de mon père, mais j'étais sur le point de découvrir que le terrier du lapin était bien plus sombre et incroyablement dangereux. Je n'ai pas attendu les 3 jours complets pour me faire mettre dehors. L'après-midi même, j'ai bouclé mon sac de marin militaire, caché soigneusement le registre en cuir noir dans ma veste et pris une chambre dans un motel miteux et délabré, payable uniquement en espèces, à l'extrême périphérie de la ville. La chambre exiguë puait l'eau de javel bon marché et des décennies de fumée de cigarettes incrustées. L'enseigne au néon à l'extérieur grésillait de manière agaçante à travers les rideaux fins. C'était un contraste saisissant, presque comique, avec le luxe extrême du Pantouse au 40e étage, mais pour la première fois depuis des semaines, je m'y sentais incroyablement en sécurité. C'était totalement hors des radars de Grégory. J'ai installé mon ordinateur portable crypté sur le bureau en bois profondément rayé, me suis connecté à un point d'accès mobile sécurisé et immédiatement appelé la seule personne au monde en qui j'avais une confiance aveugle, Marcus. Marcus était un ancien spécialiste de la cyberguerre de la Navy avec qui j'avais servi lors d'un déploiement difficile à Bahreïn. Ce type était un fantôme numérique. S'il existait une trace financière numérique quelque part sur cette planète, Marcus pouvait la trouver, la suivre et en sortir les preuves irréfutables. J'ai besoin que tu fasses une fouille médico-légale approfondie sur 2 cibles, lui ai-je dit au téléphone, les yeux fixés sur le papier peint qui se décollait. Grégory Calderon et Preston Calderon. Je veux savoir exactement où part réellement leur argent, pas ce que disent leurs déclarations fiscales publiques. Je veux la sale vérité. Donne-moi 2 heures, mon pote, a répondu Marcus, le claquement rapide de son clavier mécanique résonnant déjà en arrière-plan. Je vais mettre toute leur vie à poil. Pendant que j'attendais anxieusement que Marcus opère sa magie, je me suis assis sur le bord du matelas bosselé et j'ai continué à lire le registre. L'ampleur réelle des abus financiers subis par ma mère était révoltante, physiquement nauséabonde.
Elle avait peu à peu dilapidé la quasi-totalité de la fortune générationnelle de son grand-père pour couvrir en secret les paris désastreux de Grégory, ses projets commerciaux totalement ratés et ses règlements secrets et dégoûtants aux femmes à qui il avait fait du tort. Elle avait absolument tout sacrifié, endurant quotidiennement ses violences verbales, uniquement pour préserver le nom de famille pour Preston et moi. Elle avait acheté notre paix avec son héritage. Exactement 2 heures plus tard, mon ordinateur a émis une notification sonore dans la pièce silencieuse. Marcus venait d'envoyer une archive zip lourdement cryptée et protégée par mot de passe. Je l'ai ouverte, et commencé à lire les documents surlignés, et j'ai immédiatement senti tout le sang chaud quitter mon visage. Grégory n'était pas seulement un mauvais homme d'affaires aux prises avec un marché difficile. Il dirigeait activement une immense escroquerie illégale. Tout son empire immobilier n'était qu'une gigantesque pyramide de Ponzi tenant avec du ruban adhésif et des mensonges. Il utilisait les prêts commerciaux massifs de ses tout nouveaux projets de développement pour payer illégalement les intérêts faramineux de ses anciens projets en faillite. Ses biens commerciaux étaient hypothéqués jusqu'au cou, refinancés 3 fois de suite. Mais le détail le plus terrifiant concernait les comptes bancaires offshore. Rien qu'au cours des 14 derniers mois, alors que ma mère subissait d'atroces séances de chimiothérapie et de radiothérapie, Grégory avait discrètement transféré plus de 3 millions de dollars vers des plateformes de jeux d'argent clandestines et non régulées basées à Malte et aux îles Caïmans. Il était complètement, désespérément fauché. Il avait besoin de ces 15 millions de dollars provenant de la vente au comptant du Pantouse non pas pour investir dans un nouveau projet, mais pour couvrir d'urgence un appel de marge massif de la part de prêteurs privés agressifs. S'il n'avait pas cet argent sur ses comptes d'ici une semaine, toute son entreprise passait sous tutelle judiciaire fédérale. La SEC allait le contrôler et il allait passer le reste de ses jours dans une prison fédérale. Puis, le cœur lourd, j'ai ouvert le dossier de Preston. Mon frère aîné, l'enfant gâté, le supposé vice-président des opérations. La cote de crédit personnel de Preston était totalement détruite, stagnant péniblement autour de 4 cents. Il avait plafonné absolument toutes les cartes de crédit Platinum rattachées à son nom. La Porsche 911 rouge éclatante qu'il conduisait à l'enterrement. C'était une location courte durée, et il avait actuellement 3 mois de retard sur les paiements. Mais le détail le plus effrayant que Marcus avait découvert était une série de SMS cryptés interceptés. Preston était profondément impliqué dans un réseau clandestin de paris sportifs locaux. Il devait actuellement plus de 200 000 dollars à un dénommé Silas, un usurier notoire et violent qui n'envoyait pas de lettres de relance polie quand vous manquiez un paiement, il envoyait des types avec des battes de baseball pour vous briser les rotules. Preston était aux abois. Il était terrifié. Il priait pour que Grégory lui accorde généreusement une petite part de la vente du Pantouse simplement pour sauver sa peau des hommes de main de Silas. Ils se noyaient tous les deux dans un océan de dettes, et ils étaient parfaitement prêts à vendre l'âme de ma mère, sa mémoire et mon avenir juste pour s'offrir un canot de sauvetage temporaire. J'ai attrapé ma veste, sécurisé le registre et me suis immédiatement rendu à l'adresse exacte que le juge Caldwell m'avait donnée au téléphone. Nous nous sommes retrouvés dans un parc public calme et discret du quartier historique, bien loin des immenses gratte-ciel du centre-ville et des country clubs exclusifs où Grégory avait ses habitudes. Le juge Caldwell était assis tranquillement sur un banc vert patiné, jetant nonchalamment des miettes de pain à une volée de pigeons. Il avait la fin de la soixantaine, des yeux perçants et intelligents, une chevelure d'un blanc éclatant et une attitude ferme et autoritaire qui vous donnait naturellement envie de vous tenir droit. Je me suis assis à côté de lui et lui ai tendu le carnet en cuir noir. Il ne l'a même pas ouvert. Il a simplement posé sa grande main ridée sur la couverture de cuir usé, comme s'il saluait un vieil ami. Ta mère a porté un fardeau terrible et écrasant pendant très longtemps, de clan, a dit le juge de sa voix grave et rocailleuse, empreinte d'années de sagesse. Sylvia était la femme la plus intelligente et la plus courageuse que j'ai jamais eu l'immense honneur de connaître. Elle a remboursé des millions pour lui, ai-je dit, une colère amère me serrant la gorge. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé un divorce fracassant? Pourquoi l'avoir laissé lui prendre absolument tout ce qu'elle possédait? À cause de toi et de ton frère, répondit doucement Caldwell en tournant la tête pour me regarder droit dans les yeux. Elle refusait catégoriquement de détruire la cellule familiale pendant que vous grandissiez. Mais plus encore, elle savait exactement comment Grégory fonctionnait. Elle savait qu'il ferait traîner un divorce ultra médiatisé pendant 10 ans. Il aurait dissimulé ses avoirs à l'étranger. Se serait battu vicieusement pour obtenir votre garde exclusive quand vous étiez jeune uniquement pour la blesser et la torturer psychologiquement devant le tribunal aux affaires familiales. Elle pensait sincèrement qu'en contrôlant les cordons de la bourse, elle pourrait canaliser sa capacité de destruction.
Mais elle savait qu'une fois qu'elle ne serait plus là, il essaierait immédiatement de s'emparer du dernier bien, le plus précieux de tous. Il me fixa intensément, ses yeux se plissant, le mot jaune qu'elle t'a laissé mentionnait-il explicitement le privilège de premier rang? Je ne sais même pas ce qu'est un privilège de premier rang, ai-je avoué, me sentant totalement dépassé. En droit immobilier complexe, expliqua patiemment Caldwell, un privilège ou une hypothèque légale est une créance exécutoire sur un bien matériel utilisé pour garantir une dette importante. Lorsque ta mère a généreusement remboursé la colossale défaillance commerciale de 5 millions de dollars de Gregory en 2008 pour lui éviter la ruine, elle ne lui a pas simplement fait don de cet argent à l'aveugle. Je lui ai légalement conseillé de structurer cela comme un prêt hautement garanti. Elle a fait signer à Gregory un billet à ordre en béton armé dans mon bureau. Et la garantie qu'il a engagée pour cet emprunt massif n'était autre que le pantouse. Mon esprit tournait à plein régime pour relier les points juridiques. Attendez, donc papa doit légalement 5 millions à maman, mais comme elle est décédée. Sa succession, tous ses biens lui reviennent automatiquement en tant que conjoint survivant, non? Selon son testament public standard, oui, sourit le juge d'un air sombre et menaçant. Mais pas pour le trust privé qu'elle a intelligemment mis en place pour l'héritage distinct de son grand-père. Ce trust est bel et bien vivant et actif. Et conformément aux documents juridiquement contraignants déposés en toute confidentialité dans mon cabinet sécurisé, c'est toi, Declan, qui est l'unique fiduciaire désigné. C'est toi qui possèdes et gères cette créance. Donc je peux bloquer la vente? Ai-je demandé, sentant une puissante montée d'adrénaline envahir mes veines. Je peux débarquer là-bas tout de suite, lui montrer les documents légaux et le mettre dehors. Non, coupa sèchement Caldwell en me saisissant l'avant-bras. Absolument pas. Si tu lui montres les papiers maintenant, il va immédiatement annuler la vente. Il trouvera une autre combine pour falsifier ta signature où il déclarera faillite et siphonnera d'autres comptes cachés. C'est un rat, Declan. Un rat rusé et aux abois. Si tu veux vraiment piéger un rat, tu dois le laisser manger le fromage. J'ai froncé les sourcils, le tacticien militaire en moi tentant d'analyser ce nouveau terrain d'opération. Je ne comprends pas. La fraude, déclara froidement Caldwell, ses yeux devenant durs comme la pierre. Si Gregory parvient à vendre ce pantouse à un acheteur et signe l'attestation légale sous serment lors de la signature finale, affirmant sous peine de parjure qu'il n'existe absolument aucun autre privilège, dette ou charge sur le titre de propriété, il commet alors un crime fédéral d'escroquerie par virement bancaire et un vol qualifié. Il vole légalement 15 millions de dollars à l'acheteur d'un État à l'autre et vole la garantie directement à ton trust. Dès l'instant où sa plume touchera ce papier et que le virement sera validé, le piège se refermera pour toujours. Nous le clouerons au pilori et le gouvernement fédéral se chargera du reste. Un frisson glacial m'a traversé l'échine. C'était l'ultime et magistrale vengeance de ma mère. Une embuscade juridique froide, méticuleusement calculée, conçue pour laisser l'avidité démesurée de Gregory le détruire totalement. Il veut absolument que je sois présent à la soirée portes ouvertes demain soir, ai-je dit, un plan se dessinant dans mon esprit. Il veut jouer la famille unie pour l'acheteur milliardaire afin que le type se sente en confiance pour signer le chèque. Va à cette fête, ordonna le juge Caldwell d'une voix ferme. Laisse-le t'humilier publiquement. Laisse-le se sentir invincible et arrogant. Le silence est ta plus grande arme, Declan. Attends le moment exact où il signera sa propre perte. J'ai quitté ce banc public avec une mission d'une clarté absolue. La tempête arrivait enfin, et j'allais en être l'éclair. La soirée portes ouvertes du lendemain soir fut un cirque absolument écœurant. L'entreprise de homestaging de Fiona avait totalement métamorphosé la maison chaleureuse et aimante de ma mère en un showroom sans âme et ultra-moderne qui semblait sorti d'un magazine sur papier glacé plutôt que de souvenirs de famille. Des serveurs vêtus de chemises blanches impeccables circulaient dans l'immense pièce, portant des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne de luxe et de caviar beluga. Un jazz doux et inoffensif s'échappait harmonieusement des haut-parleurs dissimulés dans le plafond. C'était une leçon magistrale d'illusion réservée aux riches. Je me tenais discrètement dans un coin près de la vaste terrasse, vêtu impeccablement de mon uniforme de cérémonie de la Navy. Gregory m'avait expressément ordonné de le porter par un SMS autoritaire. Il prétendait que la présence d'un fils militaire décoré apporterait une caution de confiance, de stabilité et de patriotisme à la marque de la famille Calderon. J'avais l'impression d'être un vulgaire accessoire de pacotille loué pour une mauvaise pièce de théâtre, mais j'ai conservé un visage parfaitement impassible et une posture d'une rigidité militaire. Gregory tenait salon au beau milieu de la pièce,
riant outrageusement fort de ses propres blagues déplorables. Juste à côté de lui se trouvait un homme d'un certain âge, petit, portant un costume taillé à la perfection, Monsieur Lockwood. Lockwood était un investisseur immobilier milliardaire réputé pour son agressivité, connu pour acheter des biens au comptant et les revendre en dégageant des marges astronomiques. C'était le ticket gagnant de Gregory, l'acheteur en cash. J'ai glissé discrètement mon smartphone hors de ma poche, activé en silence l'application d'enregistrement vocal haute définition et l'ai délicatement déposé dans ma poche de poitrine, en veillant à ce que le microphone ne soit pas obstrué. J'ai alors avancé lentement et délibérément vers le centre du salon. Monsieur Lockwood, je vous le garantis, cette propriété est une véritable forteresse dans le ciel. Se vantait Gregory à voix haute en agitant théâtralement son verre de scotch en cristal. L'histoire architecturale de ce lieu est irréprochable. Ma défunte épouse, que Dieu bénisse sa belle âme, y a mis tout son cœur pour concevoir cet endroit. Il a même poussé le vice jusqu'à toucher son œil comme s'il essuyait une larme rebelle. C'était une performance écœurante, digne d'un Oscar, dans le rôle du veuf éploré. Lockwood semblait très impressionné, tout en conservant le scepticisme propre aux hommes d'affaires. C'est une propriété absolument magnifique, Gregory, je vous l'accorde. Mais 15 millions virés sur votre compte en espèces sous 3 jours, c'est une exigence énorme sans la période d'audit préalable traditionnelle de 30 jours pour que mes avocats épluchent les documents. C'est une affaire en or et vous le savez parfaitement, Lockwood, insista Gregory avec un sourire cupide. Je laisse tous les meubles italiens sur mesure, les œuvres d'art, tout. C'est du clé en main complet. Vous pourriez emménager dès demain. Preston est soudainement apparu à mes côtés, transpirant à grosses gouttes à travers la veste de son costume de luxe. Il sentait fort les pastilles à l'amande bon marché, tentant de masquer une odeur d'alcool rassis. Souris, de clan, sifflait-il entre ses dents, les yeux écarquillés et frénétiques. Lockwood est prêt à signer. Nous allons être incroyablement riches. Est-ce que papa va vraiment partager cet argent avec toi, Preston? Ai-je murmuré sans quitter Gregory des yeux. Ou est-ce que Silas va envoyer ses gars te briser les jambes vendredi quand tu auras raté ton paiement? Le visage de Preston est devenu blanc comme un linge, tout le sang désertant ses joues. Il a trébuché d'un pas en arrière, me fixant avec une terreur pure et absolue. Comment pouvais-je être au courant pour l'usurier? Mais avant qu'il ne puisse bafouiller une excuse pathétique, Gregory nous a interpellés d'un grand geste du bras. De clan, Preston, venez par ici rencontrer Monsieur Lockwood. Je me suis avancé, le buste droit. Lockwood a levé les yeux vers mon uniforme impeccable, remarquant les rangées de médailles sur ma poitrine, et a hoché la tête avec respect. Merci pour vos loyaux services, mon garçon. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, Gregory a abattu une main lourde et incroyablement condescendante sur mon épaule, enfonçant fermement ses doigts dans ma clavicule pour asseoir sa domination. De clan était dans le renseignement naval. Même si, entre nous, Lockwood, il est resté bien sagement assis derrière un bureau à regarder des écrans toute la journée. Il est un peu lent depuis qu'il a quitté le service. Grave stress post-traumatique, vous voyez le genre. C'est une situation très triste pour la famille. Je le loge ici dans la chambre d'amis par pure charité. Mon sang n'a fait qu'un tour, bouillant si fort que j'ai cru m'évanouir sur le marbre. J'avais dirigé des opérations antiterroristes classées secret défense. J'avais sauvé la vie des hommes de mon unité. Et là, mon propre père me dépeignait publiquement comme un cas social dérangé et instable, simplement pour se donner l'image d'un patriarche bienveillant et généreux aux yeux d'un milliardaire. J'avais envie de serrer le poing et de lui démolir la mâchoire devant tout le monde. Mais les sages paroles du juge Caldwell résonnaient puissamment dans mon esprit, laisse-le manger le fromage. Laisse-le commettre le crime. J'ai ravalé la bile qui me montait à la gorge et me suis forcé à afficher un sourire poli et serré. C'est un réel plaisir de vous rencontrer, Monsieur Lockwood. Lockwood a hoché la tête d'un air gêné, visiblement mal à l'aise face aux déballages insultants de Gregory, puis s'est reconcentré sur les affaires. Bien, Gregory, parlons des choses sérieuses. Comme mon équipe juridique n'aura absolument pas le temps de faire une recherche approfondie sur l'état hypothécaire du titre de propriété avant la date limite du virement vendredi, j'exige votre garantie absolue et irrévocable. Le titre de propriété est-il totalement vierge? Pas d'hypothèque secondaire cachée, pas d'ex-femme revendiquant des droits, absolument aucun privilège? C'était l'instant fatidique. Le grand moment de vérité. Le piège était grand ouvert. Gregory n'a même pas scié.
Il n'a pas hésité une fraction de seconde. Il a regardé le milliardaire droit dans les yeux, a affiché son sourire charmeur de prédateur et a menti sans vergogne. Monsieur Lockwood, je vous donne ma parole d'honneur d'homme d'affaires et de gentleman. Je suis le propriétaire exclusif à 100% de ce bien. Il n'y a absolument aucun privilège, aucune dette cachée et zéro charge sur ce titre. Il est propre comme un sous-neuf. Vous virez les 15 millions demain matin et je signerai l'attestation de vente avec plaisir. Les clés sont à vous. Parfait, déclara Lockwood en lui tendant la main. Nous avons un accord. Ils se sont serrés la main, scellant ce contrat frauduleux. J'ai glissé nonchalamment ma main dans ma poche et arrêté discrètement l'enregistrement. J'avais ce mensonge à 15 millions sur bande en haute définition. Le lendemain matin, j'étais assis dans un dîner miteux aux tables collantes à quelques pâtés de maison de mon motel bon marché lorsque Preston s'est glissé en trombe sur la banquette en vinyle en face de moi. Il avait l'air 1000 fois plus mal en point que la veille. Il paraissait totalement, viscéralement terrifié. Ses yeux étaient injectés de sang et ses mains tremblaient visiblement. Il n'a même pas pris la peine de commander un café. Il a simplement plongé la main dans sa veste de créateur et a rapidement fait glisser une épaisse enveloppe Kraft non identifiée sur la table collante vers moi. « Qu'est-ce que c'est que ça, Preston ?» ai-je demandé sans toucher l'enveloppe. « C'est une offre de paix, dit-il, la voix si tremblante qu'elle se brisait. « Ouvre-la, s'il te plaît. » J'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque certifié et émis directement à mon nom pour un montant de 50 000 $. Juste en dessous de l'argent se trouvait un document juridique officiel, un acte de renonciation et d'abandon de droit. « Papa veut se montrer généreux avec toi », a menti Preston, échouant lamentablement à paraître sûr de lui. Il sait que les choses ont été très tendues entre nous depuis la mort de maman. Il veut que tu puisses repartir à zéro. Prends les 50 000 $, de clan. Tu pourras t'acheter un très bel appartement en banlieue. Acheter une nouvelle voiture. Signe simplement l'acte certifiant que tu n'as aucun droit légal sur le Pentouse et que tu ne feras rien pour interférer avec la vente finale à Lockwood. J'ai baissé les yeux vers le chèque, puis j'ai relevé le regard vers les yeux paniqués de mon frère. Si papa est l'unique propriétaire légal à 100% comme il l'a affirmé avec tant d'assurance à Lockwood hier soir, pourquoi a-t-il besoin que je signe un acte de renonciation ? Preston a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam oscillant nerveusement. Les sociétés de titres de propriété sont juste super chiantes, mec. Tu sais comment c'est. Elle voit une conjointe récemment décédée. Elle voit 2 enfants majeurs. Elles veulent juste s'assurer que tout est bien bordé. C'est une procédure tout à fait standard. S'il te plaît, de clan. Signe ce foutu papier et prends le fric. J'ai repoussé lentement l'enveloppe de l'autre côté de la table. Le mince masque de façade de Preston a volé en éclats. Il a frappé violemment la table du dîner avec ses poings, faisant teinter les couverts et attirant les regards inquiets de la serveuse et des autres clients. Espèce de connard arrogant. Tu te crois tellement supérieur à nous parce que tu es parti jouer les héros en uniforme. Si cette vente immobilière capote, je suis un homme mort. Tu m'entends ? Silas va me tuer. Dans ce cas, tu ferais mieux d'apprendre à courir vite, ai-je répondu froidement en me levant de la banquette et en jetant un billet de 5 $ sur la table pour mon café. Je ne signerai rien du tout. Preston m'a craché une bordée d'injures alors que je franchissais calmement la porte. Je l'ai laissé là, assis dans ce dîner avec sa fausse Rolex, ses dettes colossales et son chèque sans aucune valeur. Le piège juridique était désormais parfaitement amorcé, et le compte à rebours tournait. L'explosion promettait d'être spectaculaire. J'ai décidé de retourner au Pentouse une toute dernière fois avant que mon préavis d'expulsion de 3 jours n'expire officiellement à minuit. J'avais laissé quelques effets personnels indispensables dans la chambre d'amis, des choses que je n'avais pas pu emporter dans mon premier sac de marin. Plus précisément, j'avais besoin de ma housse de protection contenant mon uniforme d'apparat de la Navy, mes médailles de service, ainsi que d'un petit coffret en bois renforcé renfermant une pile d'anciennes lettres manuscrites de ma grand-mère. Il pleuvait à nouveau, une bruine froide et incessante qui rendait les rues luisantes et grises, reflétant les néons des vitrines du centre-ville. Je suis entré dans le grand hall au sol de marbre de l'immeuble de standing, mes bottes couinant légèrement sur la pierre polie, avec la ferme intention de simplement récupérer mes affaires, appeler un taxi et sortir pour toujours de la vie toxique de mon père. Le garde de sécurité de la réception, un homme bienveillant aux cheveux blancs nommé Winston, travaillait dans cet immeuble depuis que j'avais 12 ans. Il faisait partie intégrante de mon enfance.
À l'époque où Grégory me hurlait dessus pour des futilités, comme un verre laissé sur le comptoir ou une trace sur le sol, j'allais me réfugier en bas dans le hall et Winston me glissait discrètement une friandise ou me parlait de baseball jusqu'à ce que l'orage finisse par passer là-haut. Il avait été bien plus une figure paternelle dans ces brefs instants que Grégory ne l'avait jamais été en 34 ans. Mais aujourd'hui, alors que je marchais vers les ascenseurs privés, Winston ne m'a pas gratifié de son sourire chaleureux habituel. Il gardait la tête baissée vers son pupitre en acajou, refusant catégoriquement de croiser mon regard. Ses épaules étaient affaissées, son uniforme semblait froissé et il avait l'air profondément misérable. « Bonjour, Winston », ai-je dit en sortant mon badge électronique pour le passer sur le lecteur de sécurité de l'ascenseur. Le voyant a clignoté d'un rouge agressif. Accès refusé. J'ai froncé les sourcils et réessayé en le maintenant fermement contre le scanner. Rouge à nouveau. Declan, s'il te plaît, attends, a dit Winston, la voix brisée, rauque et nouée par l'émotion. Il est sorti de derrière son lourd pupitre en bois, barrant physiquement le passage vers les ascenseurs de son propre corps. Je l'ai regardé, totalement stupéfait. Qu'y a-t-il, Winston? Mon badge s'est démagnétisé sous la pluie. Je ne peux pas te laisser monter là-haut, dit-il, l'air d'être sur le point de pleurer. Monsieur Calderon a appelé le bureau de gestion tôt ce matin. Il a officiellement mis à jour la liste des accès numériques pour tout l'immeuble. J'ai senti un œuf froid et dur se former instantanément au creux de mon estomac, une angoisse familière me parcourant l'échine. Il m'a retiré de la liste des résidents? Il a fait bien pire que ça, mon garçon, murmura Winston en jetant un coup d'œil inquiet aux caméras de sécurité haute définition fixées aux angles du plafond du hall. Il a affirmé au conseil syndical et au gestionnaire immobilier que tu étais d'une instabilité dangereuse et violente. Il a prétendu que tu avais proféré des menaces physiques contre lui et l'agent immobilier pendant la réception d'hier soir. Il a fait afficher une note de sécurité d'alerte maximale avec ta photo militaire. Declan, elle est punaisée dans la salle de repos en ce moment même. Si tu tentes de forcer le passage pour monter au 40e étage, mes ordres stricts de la direction sont d'appeler immédiatement la police, de boucler le hall et de te faire arrêter pour violation de propriété et menaces terroristes. Je suis resté là, totalement sonné, le bruit ambiant du hall s'estompant pour devenir un bourdonnement sourd. Mon propre père m'avait activement et malicieusement qualifié de criminel dangereux dans l'endroit même que j'avais appelé ma maison pendant 2 décennies. Il ne s'était pas contenté de m'expulser légalement, il avait méthodiquement détruit ma réputation auprès des personnes avec qui j'avais grandi, s'assurant que je sois totalement isolé et considéré comme un monstre. C'était la tactique classique et éprouvée d'un pervers manipulateur, isoler la cible, discréditer sa réputation et la faire passer pour folle afin que personne ne croie un traître mot de ce qu'elle dit. Mes affaires personnelles sont toujours là-haut, Winston, ai-je dit, gardant une voix d'un calme olympien, bien que mes mains tremblent d'une rage violente contenue. Mon uniforme, mes médailles de service, les lettres de ma grand-mère avant qu'elles ne s'éteignent. Je suis tellement désolé, Declan, murmura Winston, une larme coulant sur sa joue ridée pour s'écraser sur son col impeccable. Il a fait venir une équipe privée de débarras il y a environ 3 heures. Ils n'ont même pas utilisé de carton. Ils ont entièrement vidé la chambre d'amis avec des sacs poubelles. Il a dit au gestionnaire qu'il mettait tout dans un garde-meuble sécurisé. Mais quoi, Winston? Dis-le-moi. Il a ordonné au chef d'équipe de tout emmener directement à la décharge municipale, Declan. Je l'ai entendu moi-même quand il chargeait le monte-charge. Il a dit que ce n'était que des déchets sans valeur et qu'il se fichait complètement que ce soit incinéré. L'air a totalement quitté mes poumons. Ma poitrine s'est serrée si fort que cela m'a fait mal. Mon uniforme, mes médailles, les lettres. Les seuls et uniques morceaux physiques de mon histoire et de la lignée familiale de ma mère qu'il me restait en ce monde. Disparus, jetés dans un dépotoir comme des ordures putréfiées simplement parce qu'ils encombraient son titre propre, destiné à un acheteur milliardaire. J'ai regardé les lourdes portes en laiton de l'ascenseur. Je pouvais me battre. Je pouvais facilement contourner Winston sans lui faire de mal, forcer le panneau de maintenance de l'ascenseur, monter aux pentouses et dégonder cette satanée porte en chaîne d'un coup de pied. Je pouvais hurler, laisser exploser ma rage, attraper mon père par sa cravate en soie et lui donner entièrement raison devant tout l'immeuble sur le fait que j'étais un vétéran de combat violent et instable. Je pouvais laisser la colère l'emporter. Ou je pouvais attendre. Je pouvais m'en tenir à la mission. J'ai pris une profonde inspiration saccadée, pratiquant la technique de respiration carrée qui m'avait gardé en vie en zone de combat.
Inspirez sur 4 secondes, bloquez 4 secondes. Expirez sur 4 secondes, bloquez 4 secondes. J'ai posé mon regard sur Winston, qui se préparait au pire. Tout va bien, Winston. Détends-toi. Je sais que ce n'est pas de ta faute. Tu ne fais que ton travail, et je ne vais pas mettre ta retraite en péril pour un accès de colère. J'ai réussi à sauver quelque chose, chuchota Teil, les mains tremblantes alors qu'il fouillait dans sa veste. Il a plongé la main au fond de sa poche d'uniforme et en a sorti un petit cadre photo en argent. C'était une photo de ma mère et moi, assis dans son jardin sur le toit, riant de quelque chose hors champ à l'époque où je n'étais qu'un adolescent. Elle est tombée d'un des sacs noirs quand les déménageurs chargeaient le monte-charge avec précipitation. Je l'ai glissée dans ma poche avant qu'il ne la voie. Je savais qu'elle aurait voulu que tu l'aies. Il me l'a tendu. Le verre était légèrement fêlé dans le coin inférieur, mais l'image de son visage souriant était intacte. Merci, Winston, ai-je dit, la voix chargée d'émotion en lui serrant l'épaule. Merci d'être le seul homme honnête et décent dans tout cet immeuble. J'ai fait demi-tour et suis retourné sous la pluie glaciale. Je me suis arrêté sur le trottoir mouillé, levant les yeux vers l'immense tour de verre illuminé qui se perdait dans les nuages. Quelque part là-haut, Grégory était probablement en train de se servir un autre verre hors de prix, pensant avec arrogance m'avoir totalement rayé de l'échiquier. Il pensait qu'en jetant mes biens matériels, il pouvait anéantir mes droits légaux et mon esprit. Il n'avait fondamentalement rien compris à la manière dont cette guerre allait se dérouler. Un soldat n'a pas besoin d'un uniforme pour se battre. Un soldat a besoin d'une mission, d'une stratégie et d'une arme. Et il venait tout juste de me donner la motivation la plus brûlante qui soit pour réduire son empire en cendres. Le lendemain matin, de retour dans le motel déprimant qui sentait l'eau de Javel, la dernière pièce de son piège juridique est arrivée pile à l'heure. Un adolescent à l'air blasé portant une casquette à l'envers a frappé fort à ma porte. Quand j'ai ouvert, il m'a plaqué une épaisse enveloppe Kraft contre le torse, a marmonné « Vous êtes assigné » et a dévalé le couloir extérieur en béton pour rejoindre sa voiture qui tournait. Je me suis assis sur le bord du matelas défoncé, et allumé la lampe de bureau vacillante et sorti le dossier juridique. Il s'agissait d'une assignation en justice d'extrême urgence déposée devant la Cour supérieure de l'État. Le demandeur était Grégory Calderon. Le défendeur, c'était moi. J'ai parcouru le jargon juridique dense et agressif. C'était un pur chef-d'œuvre de fiction absolue, indubitablement rédigé par Barnaby au cours d'une séance nocturne grassement facturée. Il y avait 3 chefs principaux. Le premier était une demande de jugement déclaratoire, exigeant avec insistance que le tribunal déclare légalement Grégory comme l'unique propriétaire incontesté du Penthouse, annulant ainsi toute réclamation futile et infondée émanant de membres de la famille mécontents. Le deuxième chef portait sur le dénigrement du titre de propriété, m'accusant ridiculement de propager des rumeurs malveillantes sur la santé financière du bien auprès d'acheteurs potentiels. Le troisième chef invoquait l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, affirmant que ma présence causait à mon père en deuil une angoisse mentale extrême et une détresse physique intolérable. Tout à la fin était agrafé une convocation pour une audience d'urgence ex parte prévue dès le lendemain matin à 9 heures précises. Une audience ex parte signifiait que Grégory suppliait pratiquement le juge de rendre une décision unilatérale immédiate en invoquant une situation d'urgence vitale. La véritable urgence, bien sûr, était l'échéance imminente de ses dettes auprès des banques et les battes de baseball de Silas qui attendaient Preston, bien que la plainte affirme mensongèrement que l'urgence résidait dans la date de clôture imminente avec Lockwood. Grégory tentait de m'écraser juridiquement. Il voulait une ordonnance officielle du tribunal en main à montrer à Lockwood. Un bout de papier affirmant haut et fort, « Regardez, le tribunal dit que mon fils est un menteur. » Le titre est propre. Donnez-moi les 15 millions. C'était sa stratégie fétiche, le choc et la terreur. Écraser l'ennemi sous une puissance de feu supérieure, des avocats, de l'argent et des accusations agressives jusqu'à ce qu'il capitule par épuisement pur et manque de moyens. Cela avait fonctionné avec ces entrepreneurs naïfs. Cela avait fonctionné avec Preston. Cela avait fonctionné avec ma mère pendant 35 longues années. Mais il m'avait grandement sous-estimé. Je me suis levé et j'ai marché vers le petit placard vide. Je n'avais plus mon uniforme de cérémonie. Je n'avais plus mes costumes civils coûteux. Je n'avais que les vêtements que je portais sur moi, un jean sombre et solide, une chemise blanche bien coupée et un blazer noir simple, légèrement délavé, que j'avais acheté la veille dans une friperie locale pour $12. Ce n'était pas une armure. Cela n'avait pas l'air luxueux,
Mais cela ferait l'affaire. J'ai plongé la main dans ma poche et en ai sorti l'encre en or massif. C'était l'absolu et unique vestige qu'il me restait de l'héritage de ma mère, et la seule pièce de ma carrière navale qu'il n'avait pas réussi à détruire dans la décharge municipale. Je l'ai soigneusement et délibérément épinglée au revers de ce blazer noir à dessous. Elle a capté la faible lumière vacillante de la fenêtre du motel, brillant avec éclat, solidité et un défi absolu. Je n'allais pas au tribunal le lendemain en tant que victime. Je n'y allais pas en tant qu'accusé apeuré. J'y allais en tant que bourreau. Le palais de justice du comté sentait fort le vieux bois de cèdre, la cire à parquet industriel et l'odeur brute et étouffante de l'anxiété humaine. C'était une odeur métallique caractéristique que j'associais d'ordinaire aux lourdeurs administratives et aux paperasses sans fin. Mais aujourd'hui, cela sentait précisément le champ de bataille. Je suis arrivé 20 minutes en avance, passant les portiques de sécurité avec une détermination sans faille, le dos parfaitement droit. Le large couloir résonnant devant la salle 4B était déjà bondé. Grégory n'était pas venu seulement avec son avocat, il avait délibérément rameuté un large public pour assister à ma destruction. Il avait fait venir Preston, qui semblait affreusement pâle et physiquement malade, serrant nerveusement un porte-document en cuir contre sa poitrine. Il avait avec lui Barnaby et 2 jeunes collaborateurs juridiques, tous l'air extrêmement affairés, tapant sur leur téléphone et ajustant leur cravate en soie. Et pour ma plus grande satisfaction, il avait fait venir Monsieur Lockwood, l'acheteur milliardaire, vêtu d'un costume gris élégant. Amener l'acheteur en espèces à une audience d'urgence familiale était la démonstration de force et d'arrogance ultime. C'était la façon pour Grégory de dire publiquement au milliardaire, « Regardez, je n'ai absolument rien à vous cacher. Regardez-moi écraser légalement cette nuisance de fil devant un juge pour que nous puissions signer le virement sans le moindre doute. » Grégory m'a vu arriver au bout du couloir. Il s'est arrêté de parler à Lockwood, m'a toisé de haut en bas et a ouvertement ricané face à mon blazer de friperie et mon jean délavé. « Tu as osé venir ?» lança Grégory en projetant sa voix tonitruante pour que Lockwood et les greffiers de passage entendent bien. « Je pensais que tu aurais enfin la décence de rester à l'écart pour t'éviter une humiliation publique supplémentaire. Tu as fait tes valises au moins. » Je n'ai pas ralenti le pas. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai même pas accordé la moindre attention à son existence. Je suis passé droit devant lui comme s'il était un fantôme totalement invisible et j'ai poussé les lourdes portes en bois pour entrer dans la salle d'audience. J'ai pris place à la table de la défense, sur le côté droit de l'allée. Elle était entièrement vide. Je n'avais aucun avocat pour me chuchoter des conseils à l'oreille. Je n'avais ni mallette ni la moindre feuille de papier posée devant moi, juste les vêtements sur mon dos, mes mains croisées sur la table et l'encre en or étincelant sur mon revers. Grégory et son armée juridique ont fait leur entrée avec assurance un instant plus tard, occupant tout l'espace de la table des demandeurs avec des mallettes en cuir de luxe, des ordinateurs portables dernier cri et des piles intimidantes de dossiers aux codes couleurs impeccables. Il ressemblait à une armada d'entreprises prêtes pour une OPA hostile. J'avais l'air d'une cible facile attendant le peloton d'exécution. Tout le monde debout, a hurlé l'huissier corpulent alors que la lourde porte située derrière l'estrade s'ouvrait à la volée. Le juge Caldwell est entré. Il portait sa lourde robe noire de magistrat comme une seconde peau, imposant immédiatement le respect dans la salle. Son visage était totalement indéchiffrable, taillé dans la roche brute. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé Grégory. Il s'est assis lourdement dans son fauteuil en cuir à haut dossier, a ajusté ses lunettes de lecture à monture métallique sur son nez et a ouvert le dossier particulièrement volumineux posé sur son bureau. Affaire Calderon contre Calderon, a énoncé Caldwell. Sa voix emplit la vaste pièce, grave et résonnante, se répercutant sur les boiseries des murs. Nous sommes réunis pour une requête d'urgence ex parte en vue d'un jugement déclaratoire, d'une action en confirmation de titre et d'une expulsion immédiate. Maître Barnaby, vous représentez le demandeur. Vous pouvez commencer votre déclaration liminaire. Barnaby s'est levé d'un bond, boutonnant prestement sa veste de costume hors de prix. Il s'est avancé d'un pas assuré vers le pupitre central en bois, respirant l'arrogance et la supériorité juridique. Merci, votre honneur, commença Barnaby de sa voix suave, forte et travaillée pour un impact émotionnel maximal. Nous sommes ici aujourd'hui en raison d'une tragédie familiale absolue. Mon client, Grégory Calderon, un promoteur immobilier et philanthrope hautement respecté dans cette ville, a récemment perdu sa tendre épouse de 35 ans des suites d'un cancer. Au milieu de ce deuil profond et accablant, il s'efforce simplement de gérer sa succession complexe de manière responsable.
Il a miraculeusement obtenu une offre d'achat au comptant extrêmement lucrative pour le Pantouse familial. Une vente qui est absolument indispensable pour régler les droits de succession en souffrance et aider cette famille brisée à aller de l'avant. Barnaby a marqué une pause dramatique, pointant un doigt manucuré directement sur moi de manière agressive. Mais son plus jeune fils, le défendeur assis juste là, s'est lancé dans une campagne vicieuse et préméditée de harcèlement, d'extorsion et d'obstruction. Il refuse obstinément de quitter les lieux malgré la signification en bonne et due forme d'un préavis légal. Il propage avec malveillance des mensonges infondés sur la situation financière du bien auprès des acheteurs potentiels, tentant de saboter une transaction de 15 millions de dollars. En toute franchise, il prend cette famille en deuil en otage par pure rancœur, par jalousie et en raison d'une instabilité mentale non traitée découlant de son service militaire. Barnaby s'est légèrement tourné vers moi avec une moue de pitié feinte qui m'a donné la chair de poule. C'était une plaidoirie incroyablement efficace. Si je n'avais pas connu la vérité hideuse et pourrie qui se cachait sous le plancher, j'aurais presque pu le croire. Merci, maître Barnaby, a dit le juge Caldwell, le visage formant un masque parfait de neutralité judiciaire. Il a tourné son regard perçant vers Gregory. Monsieur Calderon, veuillez vous avancer à la barre des témoins. J'ai quelques questions urgentes concernant cette requête d'urgence. Gregory s'est dirigé d'un pas conquérant vers le box des témoins en bois, le torse bombé. Il a posé la main sur la Bible et a juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. L'ironie pure de son serment était si lourde qu'on aurait pu s'en étouffer. Monsieur Calderon, a demandé Barnaby, restant au pupitre pour guider son client à travers le témoignage répété à l'avance. Êtes-vous légalement propriétaire du bien situé au 400 Skyline Boulevard? Absolument, affirma fermement Gregory en regardant directement et avec assurance le juge. Ma défunte épouse et moi-même le détenions en tant que copropriétaire avec clause de réversion aux survivants. Lorsqu'elle est tragiquement décédée la semaine dernière, le bien est devenu le mien à 100%. C'est la loi. Et existe-t-il des hypothèques secondaires impayées, des privilèges cachés ou des dettes privées rattachées à ce bien qui empêcheraient une vente sans encombre, demanda Barnaby, lui servant la question facile qu'ils avaient répétée. Aucun, quel qu'il soit, déclara Gregory avec aplomb. Il n'a même pas cligné des yeux. J'ai intégralement remboursé le prêt immobilier principal il y a 5 ans. Le titre est totalement libre et sans charge. Et pourquoi est-il si urgent que nous résolvions légalement cette question précise aujourd'hui même, votre honneur? Relança Barnaby. Parce que, dit Gregory en désignant d'un geste grandiose Monsieur Lockwood assis dans le public, j'ai un acheteur hautement estimé qui est totalement prêt à conclure la vente aujourd'hui, mais qui est naturellement inquiet à cause des mensonges malveillants et délirants de mon fils. Si je perds cette vente, la succession perd 15 millions de dollars. Je veux simplement faire ce qui est juste pour ma famille et honorer la mémoire de mon épouse. Gregory a même réussi à faire couler une unique larme savamment calculée, l'essuyant avec un mouchoir en soie. C'était écœurant. Le juge Caldwell l'a observé pendant un long et pesant moment de silence. Il n'a rien noté. Il a simplement croisé les doigts et s'est penché en avant, posant son menton sur ses mains. Maître Barnaby, en avez-vous terminé avec l'interrogatoire principal du témoin? Oui, votre honneur. La partie demanderesse en a terminé. Monsieur de Clan Calderon, a dit le juge en se tournant vers moi. Souhaitez-vous procéder au contre-interrogatoire du témoin? Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise. Mes jambes étaient parfaitement stables. Non, votre honneur. Je n'ai absolument aucune question à poser à un homme qui ment avec autant d'aisance sous serment. Barnaby a bondi sur ses pieds, le visage écarlate, objection. Propos polémique et totalement déplacé. Objection retenue, a rapidement tranché Caldwell, mais ses yeux ont brièvement croisé les miens, et j'ai vu le redoutable piège d'acier se refermer enfin. Asseyez-vous, de Clan. Caldwell a alors reporté toute son attention terrifiante sur Gregory. La vaste salle a plongé dans un silence de mort absolue. La pression atmosphérique dans la pièce semblait avoir chuté d'un coup. Monsieur Calderon, a dit le juge Caldwell, sa voix perdant toute nuance de courtoisie pour descendre d'un ton. J'ai moi-même quelques questions de clarification à vous poser. Vous venez d'affirmer sous serment, il y a tout juste 2 minutes, que le titre de ce Pantouse est totalement libre de toute charge. Oui, votre honneur, il l'est. Et vous avez affirmé que vous êtes actuellement engagé dans un contrat de vente juridiquement contraignant. Oui, monsieur le juge. C'est exact.
Des fonds ont-ils déjà officiellement changé de main, demanda doucement le juge en se penchant un peu plus. Grégory a hésité une fraction de microseconde. Il a rapidement jeté un coup d'œil à Barnaby, qui a légèrement hoché la tête, puis vers Lockwood. Grégory avait besoin d'avoir l'air de triompher. Il avait besoin de faire croire que la transaction était déjà une réalité juridique scellée pour forcer le juge à simplement apposer sa signature et les laisser partir. Il s'est adossé confortablement dans le fauteuil en bois des témoins, croisant ses jambes élégantes. Il m'a fixé droit dans les yeux avec un triomphe non dissimulé. Je l'ai vendu, disaient ses yeux sombres. C'est fini. Tu as perdu. Fais tes valises. Barnaby souriait avec suffisance. Au fond de la salle, Lockwood hochait la tête d'un air approbateur, satisfait d'entendre que son argent sécurisait le bien. Le juge Caldwell, lui, ne souriait pas. Il a lentement ouvert le dossier Kraft épais posé devant lui. Il a sorti une première feuille de papier jauni, puis une autre, puis une épaisse pile de documents juridiques lourdement agrafés et revêtus des tampons officiels bleus de l'enregistrement du comté. Vous l'avez vendu, a répété Caldwell d'une voix presque dangereusement calme. Vous avez accepté 15 millions de dollars transitant d'un État à l'autre sans une recherche de titre approprié. Nous n'avions pas besoin d'une longue recherche de titre, a ironisé Grégory avec un geste dédaigneux de la main. Je vous l'ai dit, je possède ce bien en pleine propriété, libre de toute charge. Ma parole vaut de l'or. Caldwell a saisi le document du dessus. Maître de l'audience, veuillez présenter ce document précis aux témoins. L'huissier armé a pris la feuille, s'est avancé vers le box des témoins et l'a tendue à Grégory. Grégory l'a prise, visiblement agacé par cette lenteur administrative. De quoi s'agit-il exactement, demanda-t-il en jetant à peine un regard au texte. Cela, a répliqué le juge Caldwell, sa voix se transformant instantanément en un acier trempé et impitoyable, est un privilège de premier rang légalement enregistré grevant la propriété située au 400 Skyline Boulevard. Il est daté du 14 janvier 2008. Il porte sur un montant principal de 5 millions de dollars, assorti de 18 années d'intérêts composés, ce qui porte la dette actuellement due à environ 7,5 millions de dollars. Grégory a baissé les yeux vers le papier, son ricanement arrogant vacillant, ses sourcils se fronçant dans une profonde incompréhension. C'est extrêmement vieux. Cela date d'un prêt commercial pendant la crise financière. Ma femme a remboursé cela avec son héritage pour sauver mon entreprise. Lisez la page suivante, a ordonné Caldwell en pointant un doigt vers lui. Grégory a tourné la page, ses mains commençant à trembler légèrement. C'est un billet à ordre juridiquement contraignant, expliqua haut et fort Caldwell devant une salle d'audience pétrifiée, s'assurant que Lockwood n'en perde pas une miette. Signé de votre main, Grégory, à l'encre bleue, désignant votre défunte épouse, Sylvia Calderon, comme le créancier principal, et désignant formellement le Pantouse comme l'unique garantie. Le document stipule expressément que la dette n'est pas éteinte à son décès, mais qu'elle est immédiatement transférée à son trust légal. Un trust ? A murmuré Grégory, la voix brisée, toute couleur désertant son visage. Il n'y a aucun trust. Je suis l'unique exécuteur testamentaire de sa succession. Pas pour ses biens hérités distincts, a rétorqué Caldwell en faisant glisser un autre dossier épais sur son bureau. Et certainement pas pour ce privilège massif. L'unique fiduciaire de ce trust spécifique, la personne qui contrôle légalement cette créance de 7,5 millions de dollars sur votre propriété, est votre fils, Declan Calderon. Le silence dans la salle d'audience fut total. Assourdissant. Grégory a levé les yeux, son visage se décomposant jusqu'à ressembler à celui d'un cadavre terrifié. Il m'a regardé avec désespoir. J'étais assis, parfaitement immobile à la table de la défense, touchant machinalement et délibérément l'encre en or à mon revers. Mais personne n'était au courant de ça. A bafouillé Grégory, une panique brute le submergeant enfin. Ce n'était pas dans les registres standards du comté. La société de titres ne l'a pas signalé. C'est impossible. Elle le savait, murmura le juge Caldwell. Et ce murmure lourd a résonné dans les moindres recoins de la pièce. Les mains de Grégory se sont mises à trembler violemment. Les lourdes feuilles de papier officielles ont bruissé bruyamment dans la pièce silencieuse, comme des feuilles mortes. Vous venez de témoigner sous serment que vous avez vendu la propriété, reprit Caldwell, sa voix montant en puissance et en autorité absolue. Vous avez fièrement témoigné que vous avez accepté un virement de 15 millions de dollars.
En agissant ainsi et en signant les documents de vente sans divulguer ce privilège prioritaire majeur, vous venez d'avouer, pour le procès-verbal officiel du tribunal, vous être rendu coupable de fraude électronique fédérale et de grand larcin. Le juge Caldwell s'est saisi de son lourd marteau de bois et l'a abattu avec force. Le bruit a retenti exactement comme un coup de feu dans la salle. Et vous venez tout juste de tomber droit dans son piège. Le claquement sec du marteau d'un juge frappant le bois est d'ordinaire le signal universel du retour à l'ordre dans un tribunal. Dans ce cas précis, ce fut le signal de départ d'un chaos absolu et incontrôlable. Pendant un long et insoutenable moment, Gregory est resté figé sur sa chaise, la bouche entr'ouverte, passant frénétiquement son regard du juge sévère au document accablant qui tremblait entre ses doigts. Le sourire narquois et arrogant qu'il avait arboré toute ma vie avait totalement disparu, remplacé par un masque d'effroi pur. Il ressemblait trait pour trait à un homme qui venait d'avancer d'un pas assuré au bord d'un trottoir en s'attendant à trouver du béton solide, pour ne trouver qu'un gouffre de 300 mètres de vide sous ses pieds. C'est une erreur. Une gigantesque erreur administrative. Accro à ses Gregory, la voix dépouillée de toute sa superbe autorité. Barnaby, règle ça immédiatement. Dépose une injonction. Il s'est tourné violemment vers sa gauche. Mais la table des demandeurs était désormais désespérément vide. Barnaby, le requin d'affaires impitoyable au costume à rayures trop serrées, était déjà en train de boucler frénétiquement sa mallette en cuir. Il bougeait avec la rapidité chaotique et désespérée d'un rat fuyant un navire en train de sombrer. Il refusait même de croiser le regard de Gregory. Barnaby connaissait la loi mieux que quiconque dans cette pièce. Avoir facilité une transaction immobilière frauduleuse de cette ampleur d'un État à l'autre n'allait pas seulement lui coûter sa licence d'avocat lucrative et détruire son cabinet, cela pouvait aisément lui valoir une couchette juste à côté de celle de Gregory dans une prison fédérale pour complicité de fraude électronique. Il était déjà en mode gestion de crise absolue. Maître Barnaby, faites quelque chose. Vous travaillez pour moi. A supplié Gregory, sa voix montant dans les aigus. Vous m'avez expressément affirmé que le titre était vierge, Gregory. A sifflé Barnaby, s'assurant scrupuleusement de parler assez fort pour que la sténographe judiciaire enregistre officiellement sa déclaration. Vous avez signé hier l'attestation légale sous serment dans mon bureau sous peine de parjure. Vous avez sciemment menti à votre propre conseil. Vous êtes totalement seul dans cette affaire. Barnaby a claqué sa mallette de prix, n'a même pas jeté un dernier regard à son client et s'est pratiquement enfui en courant par les lourdes portes en bois de la salle d'audience. C'est alors que l'explosion finale a jailli du fond de la tribune. Monsieur Lockwood, l'acheteur milliardaire, s'est levé d'un bond. Son visage avait viré à un pourpre terrifiant, et les grosses veines de son cou et de son front étaient prêtes à éclater. Vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez juré que vous en étiez l'unique propriétaire. A hurlé Lockwood en pointant un doigt accusateur et furieux directement vers Gregory. J'ai viré 15 millions de dollars de liquidité de ma société sur votre compte séquestre ce matin sur votre seule parole. Où est mon foutu argent, Calderon? Il est en parfaite sécurité sur le compte séquestre, a balbutié Gregory en s'enfonçant physiquement dans le fauteuil des témoins, comme si Lockwood allait sauter par-dessus la barrière pour l'étrangler. Nous pouvons simplement annuler le virement. Nous pouvons régler ça. Il est totalement inaccessible, a interrompu calmement le juge Caldwell en croisant les mains sur le dossier. J'ai d'ores et déjà émis une ordonnance fédérale de gel d'urgence sur l'ensemble des comptes bancaires associés à Monsieur Calderon, au groupe Calderon et à toutes les sociétés écrans affiliées, dans l'attente d'une enquête fédérale de grande envergure pour banqueroute frauduleuse, escroquerie, détournement de fonds et vol qualifié. Banqueroute, murmura Gregory, ces mots résonnant comme une condamnation à mort sur ses lèvres. L'audit médico-légal ordonné par ce tribunal a facilement mis au jour vos virements massifs vers l'étranger, Gregory, a poursuivi Caldwell, la voix chargée d'un profond dégoût. Vous avez totalement vidé les fonds de roulement de votre entreprise pour financer illégalement des réseaux de jeux clandestins à Malte. Vous avez mis sur pied une pyramide de Ponzi et vous venez d'avouer avec arrogance, pour le procès-verbal, avoir vendu illégalement un bien dont vous n'étiez pas l'unique propriétaire pour couvrir vos traces et faire face à un appel de marge. C'est l'archétype même de la fraude fédérale. Le juge a fait un signe à l'huissier corpulent posté près de la porte, placez immédiatement Monsieur Calderon en détention provisoire. Compte tenu de ses comptes dissimulés à l'étranger, le risque de fuite est extrêmement élevé. Transférez-le à la prison du comté. Aucune caution. Je suis resté parfaitement immobile à regarder deux agents du tribunal armé s'avancer d'un pas rapide vers mon père. Gregory s'est levé,
reculant jusqu'à ce que son dos heurte la balustrade en bois du box des témoins. Il avait l'air pris au piège comme un animal acculé. Non, attendez. Preston. Dis-leur. A crié Gregory avec désespoir, cherchant frénétiquement son fils chéri des yeux. Dis-leur que c'est juste un gigantesque malentendu. Appelle la banque. Appelle les investisseurs. J'ai tourné la tête vers mon frère aîné. Preston était assis, pétrifié, au premier rang de la tribune, la tête enfouie dans ses mains tremblantes. Il ne regardait pas notre père. Il pleurait à chaudes larmes, les épaules secouées de spasmes violents, mais il ne pleurait pas pour Gregory. Il pleurait sur son propre sort. Preston savait que l'argent était entièrement gelé. Il savait que ses propres dettes massives de jeu envers Silas arrivaient à échéance le vendredi même, et que le bouclier protecteur du riche nom des Calderon, ainsi que sa part promise sur la vente du Penthouse, venait d'être définitivement pulvérisé en 1000 morceaux. Silas se moquait bien des comptes gelés. Silas ne s'intéressait qu'à son argent. Je ne sais rien du tout. Sanglotait bruyamment Preston, sa voix résonnant lamentablement dans la pièce, trahissant son père en une fraction de seconde pour sauver sa propre peau. Je travaille juste pour sa boîte. Je n'ai signé aucun de ces faux papiers. Laissez-moi tranquille. La douleur cuisante de la trahison immédiate de son fils prodige a frappé Gregory bien plus violemment que les menottes d'acier froid que l'huissier a brusquement claqué autour de ses poignets. Il a regardé Preston avec un dégoût absolu. Puis il a fixé la chaise vide où son avocat se trouvait quelques instants plus tôt, et enfin, ses yeux sombres et affolés ont fini par croiser les miens. J'étais toujours assis très calmement à la table de la défense. Mes mains étaient soigneusement posées à plat sur le bois verni. Je n'avais pas bougé d'un millimètre. Je n'avais pas souri. Je n'avais pas jubilé. J'étais simplement resté là à regarder tout son empire brûler jusqu'aux cendres. Toi. A craché Gregory avec haine tandis que les agents le saisissaient fermement par les bras pour l'emmener. Le vernis soigné et sophistiqué de l'homme d'affaires philanthrope et fortuné s'était totalement écaillé, révélant le tyran abject et pitoyable qui se cachait en dessous. Espèce de petit bâtard ingrat. Tu as tout planifié. Tu m'as laissé le vendre. Si tu étais au courant pour ce privilège, pourquoi n'as-tu rien dit pour m'arrêter? Je me suis levé lentement, réajustant mon blazer à dessous déniché en friperie. Toute la salle d'audience est devenue silencieuse comme une tombe, suspendue à ma réponse. J'aurais facilement pu lui hurler dessus. J'aurais pu énumérer à voix haute chaque blessure, chaque insulte cruelle. Chaque fois où il avait fait pleurer ma mère en secret, chaque fois où il m'avait fait sentir que je n'étais qu'un bon à rien. Au lieu de cela, j'ai simplement levé la main et effleuré délicatement l'encre en or sur mon revers. Tu m'avais expressément ordonné de me taire, papa, ai-je dit d'une voix posée, claire et totalement dénuée de pitié. Je n'ai fait que suivre tes ordres. Gregory a ouvert la bouche pour me cracher une nouvelle insulte ordurière, mais les agents l'ont traîné sans ménagement vers la lourde porte latérale menant aux cellules de détention. Le claquement métallique sec de la lourde porte de sécurité se verrouillant fermement derrière lui fut le son le plus incroyablement satisfaisant que j'ai jamais entendu de toute mon existence. Le juge Caldwell a baissé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture. Il n'y avait aucune jubilation dans son regard, seulement un respect profond et solennel pour une bataille âprement disputée. Affaire classée avec préjudice irrévocable, a proclamé Caldwell à l'adresse de la salle. Le tribunal reconnaît formellement la validité du privilège de premier rang détenu par le Trust Sylvia Calderon. En raison de la fraude caractérisée, le titre de propriété revient de plein droit et dans son intégralité au fiduciaire, Monsieur de Clan Calderon. Il a frappé son marteau une toute dernière fois, avec autorité. J'ai rassemblé mes affaires et suis sorti de la salle d'audience totalement seul. J'ai croisé Preston dans le long couloir. Il faisait les 100 pas avec affolement, hurlant dans son téléphone portable, suppliant quelqu'un, probablement Silas, de lui accorder un délai supplémentaire. Il a levé les yeux vers moi au moment où je passais, son regard écarquillé débordant d'une terreur absolue. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais absolument plus rien à lui dire. Il avait fait son lit, et les usuriers allaient se charger de l'aider à s'y coucher. J'ai franchi les lourdes portes en verre du palais de justice et suis sorti sous un soleil éclatant. La pluie avait enfin cessé. L'air sentait le propre. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur dorée sur les gratte-ciel, je suis retourné au Penthouse. Le concierge, Winston, m'attendait dans le hall.
Il affichait un immense et sincère sourire et tenait un trousseau de clés en laiton flambant neuf à la main. « Bon retour chez toi, De Clan », dit-il en me maintenant la porte de l'ascenseur privé ouverte. La société de gestion a appelé. Ils ont présenté leurs excuses les plus plates. Ils ont parlé d'une regrettable erreur administrative concernant la liste des accès. « Merci, Winston », ai-je répondu en lui serrant chaleureusement la main. Tout est désormais rentré dans l'ordre. Le long trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage m'a paru totalement différent cette fois-ci. Je n'avais plus l'impression de monter dans la forteresse hostile d'un territoire ennemi. J'avais le sentiment de reconquérir une terre sacrée qui avait été perdue lors d'une guerre impitoyable. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée et suis entré. L'immense appartement était plongé dans un calme absolu. Les meubles impersonnels de valorisation immobilière étaient toujours là, ses canapés blancs sans vie et ses œuvres abstraites insignifiantes. Mais l'énergie pesante avait radicalement changé. Le poids étouffant et oppressant de la présence obscure de Grégory avait disparu à tout jamais. Je suis allé directement dans la cuisine de luxe et j'y ai trouvé une bouteille de vin rouge hors de prix que Grégory n'avait pas encore eu le temps de boire. J'ai retiré le bouchon et rempli 2 verres. Je les ai portés prudemment jusqu'au salon et les ai posés sur la table basse en verre, juste devant l'emplacement vide près de la fenêtre où se trouvait autrefois le fauteuil de lecture préféré de ma mère. Je me suis assis sur le parquet froid, les jambes croisées. J'ai bu une longue gorgée de mon verre et j'ai regardé avec tendresse le second. « On l'a eu, maman », ai-je murmuré dans la pièce silencieuse. Le piège a fonctionné à la perfection. Je suis resté assis là pendant un long moment, m'attendant presque à sentir une main invisible se poser sur mon épaule ou à entendre sa voix douce. Mais il n'y avait que le silence. Et pour la toute première fois de ma vie, ce silence n'était ni pesant ni terrifiant. Il était profondément apaisant. C'était le silence absolu d'une bataille féroce enfin terminée. J'ai contemplé les lumières scintillantes de la ville en contrebas. C'était une vue à 15 millions de dollars. J'ai réalisé à cet instant que cet endroit m'appartenait légalement désormais. Je pouvais y vivre. Je pouvais à nouveau remplir cette maison de livres et de fleurs. Mais en regardant les sols en marbre froid autour de moi, j'ai compris que je ne pouvais pas rester. Ce n'était plus un foyer. C'était une scène de crime. J'ai bu une autre gorgée de vin et pris ma décision finale. J'allais le vendre, mais j'allais le faire à ma façon. 6 mois plus tard. Les retombées judiciaires de cette unique journée au tribunal ont été d'une ampleur biblique. Le dossier fédéral pour fraude monté contre mon père était un boulevard pour les procureurs. Avec l'enregistrement audio d'une clarté absolue de son mensonge à Lockwood que j'avais fourni, et les preuves écrites irréfutables que le juge Caldwell avait permis d'établir, Grégory n'avait absolument aucune marge de manœuvre. Ses coûteux avocats l'ont abandonné et il a été contraint de s'en remettre à un commis d'office débordé de travail. Il a plaidé coupable pour s'éviter un procès public long et humiliant, et a été officiellement condamné à 8 ans de prison ferme dans un pénitencier fédéral. Le jour même où ses comptes ont été officiellement gelés, Valérie, sa maîtresse dévouée, a bouclé ses valises de marque et s'est volatilisée dans la nature, en quête de sa prochaine cible fortunée. Il croupit actuellement dans une cellule en béton, totalement ruiné, complètement seul, et entièrement oublié par ce monde des affaires pour lequel il avait sacrifié sa propre famille. Le sort de Preston ne fut guère plus enviable. Privé du bouclier protecteur de la fortune de notre père, ses dettes du milieu l'ont très vite rattrapé. Les hommes de Silas l'ont trouvé bien avant la police. J'ignore les détails sordidés, très franchement, je ne tiens pas à les connaître. Mais Preston a passé 3 semaines à l'hôpital avec la mâchoire fracassée et les 2 jambes brisées. Il a été contraint de déclarer une faillite personnelle totale. Sa rutilante Porsche a été saisie en pleine nuit. Aux dernières nouvelles, il a déménagé à 2 états de là et travaille actuellement comme caissier dans une grande surface, vivant dans un studio minuscule. Il a tenté de m'appeler une seule fois, en larmes, me suppliant de lui prêter de l'argent pour payer ses frais médicaux. J'ai changé de numéro de téléphone dès le lendemain. Quant aux pentouses, je l'ai vendu en toute légalité. Je n'ai pas monté une combine louche pour empocher du liquide en douce au milieu de la nuit comme Grégory avait essayé de le faire. J'ai engagé une agence immobilière réputée, fait inscrire le bien en bonne et due forme sur le marché, et j'ai attendu patiemment qu'une famille chaleureuse, sachant apprécier la lumière du matin et la vue magnifique sur la ville, s'emporte acquéreuse. Je n'ai pas gardé les 15 millions de dollars pour moi. Je n'en avais pas besoin. J'ai ma pension militaire de la Navy, mes économies et des besoins très simples.
Au lieu de cela, j'ai utilisé une part importante des fonds pour rembourser méthodiquement chaque dette légitime laissée par la succession de ma mère. J'ai veillé à ce qu'aucun plombier, électricien ou petit artisan innocent ne soit lésé à cause des manigances financières inconsidérées de Grégory. J'ai réglé les comptes qu'il avait ignorés avec arrogance pendant des années. Mais j'ai posé une limite infranchissable, j'ai catégoriquement refusé de verser le moindre centime pour les dettes de jeu de Preston ou les frais de justice de plus en plus lourds de Grégory. C'étaient des hommes adultes. Ils avaient fait leur choix toxique, et il était temps qu'ils ressentent enfin tout le poids de leurs propres actes. J'ai refusé d'être leur sauveur financier. Avec l'immense majorité des millions restants, j'ai rencontré des avocats et créé une fondation caritative au nom de Sylvia Calderon. Il s'agit d'un vaste programme de bourse et d'aide financière spécialement conçu pour aider les femmes qui tentent désespérément d'échapper à la violence et à la manipulation financière au sein de leur couple. Des femmes piégées dans des cages dorées et silencieuses, exactement comme ma mère l'avait été. Le jour du lancement officiel de la fondation, l'ancienne assistante de direction de Grégory, une femme d'un certain âge prénommée Nadine qui avait été discrètement licenciée des années auparavant, a demandé à me rencontrer autour d'un café. Elle s'est assise nerveusement en face de moi et a fait glisser une enveloppe blanche scellée sur la table. « Ta mère m'a confié ceci il y a 5 ans, de clan », m'a expliqué Nadine, les yeux embués de larmes. Elle m'a fait jurer sur ma vie de la garder précieusement jusqu'à ce que Grégory soit définitivement hors d'état de nuire. Elle m'a dit que tu saurais quand le moment serait venu. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était une courte lettre rédigée de l'écriture élégante et déliée de ma mère. « Mon très cher de clan, si tu lis ces lignes, cela signifie que tu as gagné la guerre. J'ai toujours su que tu y parviendrais. Je suis tellement désolé pour le lourd fardeau que je t'ai laissé et pour le silence que je t'ai forcé à endurer. Mais sache ceci, tu n'as jamais été une déception pour moi. Tu as été mon ancre. Tu as été le courageux soldat qui gardait les portes de mon cœur quand j'étais trop faible pour me battre. Utilise cet argent pour faire le bien dans ce monde. Et s'il te plaît, mon tendre garçon, trouve un endroit où la pluie ne te semblera pas si lourde. Je t'aime. » Je suis resté assis dans ce café et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour toutes ces années perdues, pour la douleur qu'elle avait endurée et pour l'amour profond et indestructible qu'elle m'avait laissé. C'était la première fois que j'avais véritablement le sentiment que la guerre était finie. J'étais enfin en train de guérir. Peu de temps après, j'ai suivi son conseil. J'ai rassemblé mes quelques affaires, laissé les immenses gratte-ciel en béton de la ville loin derrière moi et acheté une petite maison de charme patinée par le temps, perchée sur la côte rocheuse. Elle possède une grande terrasse couverte en bois qui en fait le tour, de hautes étagères débordant de livres, et dans le jardin surplombant les vagues tumultueuses de l'océan, j'ai aménagé un vaste jardin. J'ai planté des rangées entières d'hortensias bleues et de roses sauvages, rien que pour elle. C'est petit, c'est paisible, et c'est entièrement à moi. Parfois, tard dans la nuit, je m'assieds sur ma terrasse en bois avec une tasse de café bien chaud et j'écoute simplement le fracas régulier des vagues de l'océan contre les rochers. Je passe beaucoup de temps à méditer sur la véritable nature du silence. Pendant tant d'années douloureuses à grandir dans ce pantouse toxique, j'ai sincèrement cru que le silence était une terrible faiblesse. Je pensais qu'il signifiait que j'étais brisé, soumis et effrayé. Je pensais que mon incapacité à crier en retour sur mon père faisait de moi un homme incomplet. Mais j'ai appris une leçon d'une profondeur inouïe dans cette salle d'audience. Le silence n'est pas le vide. Il n'est pas la faiblesse. Il est en réalité porteur de toutes les réponses. Le silence est la forge secrète où l'on façonne sa force intérieure. C'est la pièce sombre où l'on aiguise son épée et où l'on prépare son attaque. Mon père, dans son arrogance, était persuadé que mon silence était de la soumission, sans réaliser qu'il s'agissait en fait du compte à rebours menant à sa propre destruction. Je porte toujours cette petite encre en or massif sur ma veste, chaque jour. Je la touche chaque fois que je me sens perdu. Elle me rappelle constamment que, même au cœur des tempêtes les plus violentes, on peut toujours tenir bon et traverser la tourmente dès lors que l'on sait exactement où sont ancrées ses fondations. J'ai vu mon propre père se faire passer les menottes dans un tribunal. Et j'ai vu mon frère aîné perdre absolument tout ce à quoi il tenait. Dans ma ville d'origine, certains ont chuchoté avec venin que j'avais agi avec froideur. Les gens ont cancané dans leur country club, disant que j'étais un être sans cœur pour avoir laissé mon propre sang marcher les yeux fermés dans un piège judiciaire. Ils disaient que j'aurais dû le prévenir, me montrer plus grand que lui et le sauver une dernière fois, parce que, la famille, c'est sacré.
Mais ces gens-là n'ont jamais vécu les hurlements terrifiants derrière des portes closes. Ils n'ont jamais connu cette peur paralysante. Ils n'ont jamais vu leur douce mère s'éteindre lentement comme un fantôme pendant qu'un monstre dilapidait les économies de toute sa vie sur un yacht à Malte. Alors, j'ai une question très sérieuse à vous poser, j'ai gardé sur moi la clé absolue de la destruction de mon père pendant 3 jours entiers. Et je n'ai pas prononcé le moindre mot. Je l'ai laissé signer de sa propre main son mandat de dépôt en toute confiance. Je l'ai regardé tomber dans le précipice sans lui tendre la main pour le rattraper. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille toxique? Ai-je eu tort de le laisser creuser sa propre tombe? Où était-il enfin tant que la vérité brutale vienne enterrer le mensonge? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.